plateforme web dans les jours qui viennent. Nous allons vous faire parvenir le lien par courriel suivant la liste d'envois liés aux inscriptions pour cet événement. Mais je pense que c'est important de noter aussi que comme nous travaillons présentement en mode séminaire, votre confidentialité est protégée. C'est-à-dire que l'enregistrement ne tiendra pas compte des noms des personnes qui assistent à cet événement et vos photos ou n'importe quelle adresse IP ne peut pas être tracée. Donc, vous n'avez pas à vous en faire quant à votre confidentialité. Notre webinaire aujourd'hui se déroule en 2 étapes. Premièrement, on a une présentation par Denise Otis et deuxièmement, une période de questions. Pour poser les questions, nous vous demandons d'utiliser le bouton questions-réponses. Des fois, c'est QR, des fois, c'est QA, dépendamment de la langue de votre interface Zoom, qui est en bas de l'écran. Vous pouvez aussi poser vos questions à la section Converser, si vous le voulez, selon la langue de votre interface. Tout au long de la séance, Catherine Ardès, qui est ici à l'écran aussi, sera disponible pour répondre à toutes vos questions techniques si vous en avez, donc n'hésitez pas. Et ce que nous allons faire, c'est compiler vos questions et à la suite de la présentation de Mme Otis, lui poser ces questions directement là. Au besoin, on pourra aussi vous envoyer un complément d'information. Alors, qu'est-ce que c'est ce webinaire? Bien, écoutez, avec la fermeture des frontières avec les États-Unis, il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'est fait entendre quant au sort des demandeurs d'asile. On se rappellera que depuis 2007, on assiste à une croissance des arrivées irrégulières à la frontière canado-américaine suite à plusieurs politiques au sud de la frontière, mais aussi des mouvements mondiaux qui limitent les opportunités de protection et de rétablissement des personnes qui en ont besoin. Et donc, nous souhaitions savoir c'était quoi la situation actuelle au Canada, mais aussi qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir dans les prochains mois. Donc, nous avons invité Mme Denise Otis, qui est chef de bureau au Haut-Commissariat aux réfugiés basé à Montréal. Avant de joindre le HCR en mai 2004, elle s'est consacrée à la pratique privée dans le droit des réfugiés. Elle représente le HCR dans ses partenariats avec les autorités gouvernementales et la société civile au Québec. Madame Otis est très connue et on est très dans le milieu et on est très aimé aussi et on est très heureuse de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Otis qui va nous présenter vraiment, nous faire un survol assez complet de la question. Elle a aussi une présentation. Donc, à vous la parole, Denise. Merci beaucoup. Alors, voilà. C'est un peu surréaliste de m'adresser à vous à partir d'un édifice dans le centre-ville de Montréal complètement vide. Et je vous imagine soit sur votre balcon ou dans un petit bureau improvisé chez vous. Et je vous dis bien bonjour. Ça nous donne la frousse, tout ça, cette histoire de la COVID-19 et aussi beaucoup de tristesse. Je vais devoir compter sur votre indulgence et votre bienveillance parce que je me sens un peu comme une ours qui vient de sortir de l'hibernation. J'ai la bouche pâteuse et ce matin, j'ai sorti mes chemises de l'archiduchesse et en fait, elles ne sont pas sèches parce qu'il fait vraiment très chaud à Montréal. Pour me donner un peu de tonus dans la diction. J'ai aussi ce handicap d'être très visuel. Alors, j'espère ne pas trop vous perdre de vue pendant ces 40 minutes où je vais pratiquement m'écouter parler. Mais je compte sur Catherine et Mireille pour aller prendre le pouls de ceux et celles qui sont ici aujourd'hui. Et je vous en remercie. Denise, excuse-moi, oui. Avant de commencer, pourrais-tu, ce serait possible de mettre la présentation en mode présentateur parce que les diapositives sont un peu petites pour les gens à la maison? D'accord, avec grand plaisir. Merci. Donc, je vais… Ça devrait être en bas. J'imagine qu'il faut que je l'ai en bas. Présentateur, voyons. Juste un petit moment. Oui. Ah, la belle technique. Oui, c'est ça. Donc, on apprend tous avec les webinaires. C'est peut-être plus facile si on arrête le partage d'écran aussi, dépendamment de ce dont ça a l'air sur votre écran. Alors, un petit moment. Oui. Donc, ce serait en bas et je clique sur… Ouh là là. Ouh là 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 là. Et ensuite, display setting comme on avait fait pendant la pratique. Voilà. D'accord. Donc, je swap et voilà. Bon, on y est? Oui, peut-être dans une minute. Ah, voilà! Fantastique. Merveilleux.
Excellent. Alors, je continue. Je voudrais vous dire quand même que je ne suis ni savante ni enseignante, hein, et peut-être donc vous resterez sur votre faim, mais ma prétention est que on se retrouve de nos jours à une espèce de croisée de chemin. Ça n'a pas nécessairement commencé pendant la pandémie, c'était déjà là avant, mais je pense que la pandémie l'a accentué. Je crois qu'il est important de prendre une pause tous ensemble. Je vous suggère une réflexion commune pour revoir quelques principes et leur application ou leur non-application dans le contexte actuel. Comme le mentionnait Mireille, effectivement, pendant 15 ans, j'ai reçu dans mon petit bureau des femmes, des hommes, des enfants qui cherchaient la protection internationale au Canada. Ces dernières 15 années, j'ai participé avec des équipes du HCR, tant bien que mal, à promouvoir ces principes qui constituent la pierre angulaire de cette protection que viennent chercher des gens, des personnes. Et c'est très important pour moi de pouvoir, avec vous, se souvenir qu'à travers les statistiques qu'on va peut-être voir, il y a des personnes effectivement derrière tout ça et que la pandémie n'a pas fait que cesser les conflits, que cesser la persécution, malheureusement, et malgré l'appel qu'en a fait le secrétaire général pour que justement les pays essaient de trouver un moyen de au moins cesser les conflits. Revenons aux sources, si vous permettez. Alors, je vais vous faire un petit retour sur les principes clés. En ce qui me concerne, ça m'apparaît toujours important. Il faut se rebrancher sur ce pourquoi vous et moi ou d'autres qui y seraient intéressés ont la passion finalement de voir de quelle manière les États peuvent protéger les gens qui en ont besoin. Un bref retour aussi sur le mandat du HCR. Je pense que parfois, une curiosité qu'ont les gens, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait au Canada. Alors, je vais en toucher brièvement. Et par la suite, donc, je vais aller voir avec vous les enjeux soulevés par la fermeture temporaire de la frontière. C'est ce qu'on vit présentement. Alors, voilà. Donc, on revient toujours à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et c'est toujours vers ça qu'il faut revenir parce qu'essentiellement, tout ce système de protection est basé sur les droits humains. Notamment un article 14 qui indique un droit fondamental que tous et chacun ont de chercher et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Je regardais hier, parce que comme ça fait 15 ans que parfois je fais des présentations, il y a quelques années, au début, dans les années 2011, je faisais des présentations sur la Syrie. La Syrie était parmi les 3 pays principaux qui recevaient des réfugiés. Maintenant, en 2020, il fait partie des pays principaux qui, en fait, d'où émanent beaucoup de réfugiés, énormément, en fait, le numéro 1. C'est quand même ironique qu'on puisse passer d'une situation à l'autre. Et il y a des pays qui, en fait, littéralement, la vivent à l'interne, comme la République démocratique du Congo, d'où partent énormément de réfugiés, mais qui aussi en accepte et en reçoit sur son territoire. Alors, tout ceci pour dire que c'est un droit qui est pour tous et on ne sait jamais à quel moment on peut s'en réclamer. De la même façon, donc, la Convention de 51 a repris ce droit fondamental et inaliénable et en a fait donc, a pu, suite à la Seconde Guerre mondiale, donc finalement, on a eu une définition du réfugié au sens de la Convention. J'y reviens parce que c'est important. Et pourquoi c'est important pour le HCR? Parce que de nos jours, il y a beaucoup d'amalgames qui se font, qui se fait et c'est, comment dirais-je, c'est presque à quelque part normal. On parle de migrants et c'est important pour le HCR. Peut-être que le HCR le fait gauchement, mais de faire cette distinction-là parce que tout le sens de la Convention peut risquer d'être occulté à la longue. Et je m'explique. Alors, si une personne et si les États commencent à ignorer d'une certaine façon l'existence même de cette Convention-là, qui contient des éléments de protection pour les réfugiés, des obligations évidemment de leur part, ce serait, nous le pensons, quelque chose de catastrophique. Non que les migrants n'aient point de droit, au contraire.
ils en ont. Et François Crépeau, notamment, en a pendant plusieurs années a revêtu le costume de celui qui portait leur défense et avec brio. Mais reste que la Convention elle-même protège des individus qui se disent victimes de persécution, et ça, c'est tout à fait fondamental. Je voudrais aussi indiquer pour ceux qui peut-être seraient moins familiers que dans cette convention-là, on parle de détermination du statut de réfugié, mais aussi on indique, et ça émane du statut du HCR, mais aussi de la Convention, qu'il existe des situations où des personnes seront donc identifiées comme réfugiés, mais suite à une situation de groupe, et qu'il faut agir d'urgence et leur prêter secours. Donc, cette situation-là de réfugiés qu'on appelle prima facie, là, pour relever un mot latin ancien, c'est une situation qu'on voit quand même assez souvent. Je pense que je peux donner aujourd'hui l'exemple des apatrides du Myanmar qui se retrouvent au Bangladesh et dans d'autres situations aussi, notamment au Venezuela. Et entre parenthèses, le Venezuela est en train de devenir une des catastrophes humanitaires aussi importantes que celle de la Syrie, ce qui n'est pas peu dire. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que ce n'est pas au Canada, évidemment, la façon c'est-à-dire qu'on va se référer à la définition elle-même de la Convention pour pouvoir faire une détermination individuelle de ceux qui arrivent au pays en tant que demandeurs d'asile. J'aime beaucoup mentionner l'existence de conventions régionales, d'abord parce qu'elles sont souvent malheureusement oubliées, mais ces conventions régionales, notamment en Afrique et dans les Amériques, ont élargi la définition de réfugiés, et c'est important à savoir. Il faut dire aussi que dans la loi canadienne, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, existe également une protection dite peut-être complémentaire ou additionnelle ou supplétive, où les gens qui ne pourront pas prouver qu'ils sont des réfugiés au sens de la Convention vont pouvoir quand même devenir une personne à protéger s'ils réussissent à prouver qu'ils sont victimes de torture de la part de l'État ou qu'ils font face à des peines cruelles et inusitées. Je fais juste une mention quand même importante pour reconnaître que le Canada a donc aussi élargi d'une certaine façon la définition elle-même. Des principes dont je parlais tout à l'heure, je pourrais vous en citer plusieurs, mais je me suis limitée à un qui m'apparaît la pierre angulaire de tout ce système de protection, qui est donc le principe de non-refoulement. Un principe d'ailleurs qui a été intégré dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au Canada. C'est fondamental et c'est tout simple. Hein? Une personne qui arrive à la frontière d'un pays et qui demande protection, les États contractants les personnes vont les mettre sur le territoire de façon à étudier leur demande de protection. Il faut quand même indiquer qu'à l'article 33.2, les rédacteurs de la Convention à l'époque avaient aussi réfléchi à la question sécuritaire et avaient aussi indiqué qu'il y a des personnes qui ne pourront pas bénéficier donc de cette protection ou de pouvoir avoir accès au territoire parce qu'ils présentent un danger pour la sécurité publique. J'ai oublié peut-être de tout à l'heure de mentionner que la Convention de 51, du moins je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis immédiatement, a été revampée ou remodernisée en 67 pour tenir compte de tout ce qui se passait au niveau mondial. Alors, la Convention était strictement européenne auparavant et était aussi consignée dans un temps donné, mais ça a été donc les limites à la fois temporelles et géographiques ont été abolies donc avec ce protocole de 67. Donc, important principe à vous souvenir, enfin parce qu'on en parle ces jours-ci, notamment avec la question de la fermeture des frontières. Un autre principe qui est important, et depuis 2017, peut-être les gens, enfin la population et peut-être aussi certaines personnes dans le milieu entendaient très rarement parler d'entrées qu'on appelle irrégulières.
Ça a été prévu, même à l'époque où on a écrit la Convention. Ça a été prévu pourquoi? Parce qu'il est de l'essence même de la particularité d'une personne réfugiée. Et en fait, je devrais me corriger parce qu'il n'existe pas de plus petit parfait réfugié. Ça n'existe pas, ce portrait. Et c'est ça parfois qui fait en sorte qu'on crée des mythes et qu'on construit des choses et qu'on s'attend à ce qu'une personne qui demande la protection ait une image bien particulière. Et c'est sur quoi ce qu'on essaie de déconstruire. Mais une personne peut quand même, dans une situation de fuite, de persécution, se trouver dans une situation où elle n'a pas les documents nécessaires, où elle ne peut pas non plus les obtenir. Et j'ajouterais que dans certains pays, c'est extrêmement difficile d'obtenir, par exemple, un visa, notamment au Canada, qui a cette réputation tout à fait connue. Et donc, il y aura une difficulté pour eux, bien sûr, de pouvoir pénétrer les frontières si jamais ils n'ont pas ce type de document-là. Or, ce n'est pas illégal, ce n'est pas impossible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanction pénale non plus du fait d'une entrée de cette façon-là, que ce soit de façon régulière ou même au point d'entrée officiel avec des documents qui puissent être à la limite faux. C'est parfois la seule façon pour des gens de pouvoir voyager, d'obtenir des documents frauduleux. Il n'y a pas donc de pénalisation. Et là encore, le Canada a introduit cet article dans la loi nationale. Je trouve important de le mentionner parce que malheureusement, avec toutes ces discussions autour des arrivées irrégulières, et je vais en parler tout à l'heure pourquoi on en est venu là, il y a parfois cette connotation, et je pense qu'il faut vraiment malheureusement se battre, pas malheureusement, mais il faut se battre contre ça, cette connotation que des demandeurs d'asile sont des personnes illégales et ne devraient pas entrer au Canada. On y reviendra. Donc, les obligations des États, les États sont souverains. Les États, donc, peuvent, par des législations, des réglementations, indiquer qui ils veulent sur le territoire, les visas, etc. Cela dit, ils ont aussi des obligations internationales. Et donc, il faut, lorsqu'on, en tant que pays contractant, mettre en œuvre ces obligations-là en matière de non-refoulement, donner accès à un système d'asile équitable et efficace, et aussi un traitement des demandeurs d'asile en ce qui concerne des normes qui sont de type, qui sont de caractère international au niveau des normes. Collaboration aussi avec les autres États, et ça c'est fondamental par rapport au contenu et aux visées et au mandat de la Convention sur les réfugiés. Alors, à retenir que oui, il y a cette souveraineté, mais il y a aussi des obligations et ils sont donc, les États sont redevables. Bon, faisons un bref retour sur le mandat du HCR. Le HCR, donc créé en 1950, est humanitaire et apolitique. Humanitaire essentiellement parce qu'il procède justement de ce régime des droits humains. Apolitique parce que justement, ce sera très important dans son rôle de pouvoir demeurer neutre. Bien sûr, je ne suis pas naïve, enfin je suis, mais pas toujours. La question d'être apolitique est une question très fragile quand on parle de la situation actuelle et aussi la situation en général, parce que tout est quelque part politique. Donc, ceci dit, il faut quand même maintenir cette neutralité. Il ne faut pas oublier qu'on est un organisme intergouvernemental. Et donc, l'important pour nous, c'est de maintenir le dialogue, très important, et que ce dialogue-là étant maintenu, permette l'accès aux personnes qu'on est supposé protéger. C'est fondamental. Et ça pourra expliquer parfois pourquoi on agit d'une manière plutôt que d'une autre. Hier, je parlais avec une journaliste qui me demande « Ah, mais cette lettre qui a été signée par Louise Arbour, qui est d'ailleurs une lettre fort bien écrite et aussi avec un contenu très percutant, qui a été sous l'égide de l'Amnesty International. Je ne sais pas si vous en avez connaissance, on pourra vous la mettre, vous l'épingler éventuellement avec le webinaire. Et cette lettre-là, elle me dit « Mais le HCR ne l'a pas signée. » Et effectivement, on ne signe pas ni pétition, ni lettre de cette façon-là, à cause justement de ce caractère, disons,
pour maintenir le dialogue qu'on a avec les États. Nous sommes là pour les soutenir de façon à pouvoir appliquer une convention de meilleure façon possible. Et c'est notre manière à nous. Et essentiellement, c'est de la diplomatie, ce que j'ai découvert après 15 ans avec le HCR. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup de retour à la case départ, mais éventuellement des progrès et des progrès qui peuvent aussi mener éventuellement à une meilleure protection des gens sous notre responsabilité. Toujours évidemment en partenariat, parce qu'on ne peut rien faire sans ce partenariat, non seulement avec les ONG internationales, et la société civile. Et je vous dirais qu'on est très bien servi au Canada parce que la société civile est très forte, très agile aussi et très passionnée. Et donc, ce militantisme est pour nous est absolument fondamental. Mais on aura donc une autre façon d'avoir ce militantisme, mais dans, disons, des corridors peut-être privilégiés en dialogue avec les gouvernements. Faut oublier que les gouvernements prennent les décisions ultimement. On est principalement financé donc par les gouvernements, justement, mais de plus en plus, les donateurs privés sont extrêmement importants. On essaie de diversifier les sources de revenus. Pourquoi? Parce que, mondialement, les conflits non seulement se multiplient, mais aussi persévèrent dans le temps et on a besoin donc d'argent pour nos programmes. Donc, on est présent à peu près 34 pays. Voyez la liste des gens qu'on est supposé soutenir et ça fait quand même beaucoup de personnes, particulièrement les déplacés à l'interne, qui sont des gens essentiellement dans une situation de réfugiés, mais à l'intérieur de leur propre pays. Et c'est vraiment le double, en fait, du nombre de réfugiés. Demandeurs d'asile, beaucoup moindres, mais quand même en hausse. Les chiffres, je vous le dis tout de suite, sont de 2018. Pourquoi? Parce qu'on les reçoit donc le 20 juin. Notez la prochaine 20 juin, vous verrez les tendances mondiales, la Journée mondiale des réfugiés. Je voulais quand même vous indiquer qui sont les pays qui sources de réfugiés. Je pense qu'il n'y a aucune surprise là-dessus. Je mentionnais la Syrie. Cependant, ce qui n'apparaît pas là, c'est le Venezuela. Il est possible qu'il soit là dans les prochaines statistiques à cause de l'augmentation. Mais ceci dit, ce n'est pas nécessairement non plus une population qui demande l'asile. Parfois, ils ont donc un certain statut dans certains pays, mais reste que le nombre va croissant et définitivement croissant en termes de déplacés à l'interne. Où sont accueillies les personnes déracinées dans le monde? C'est important de se souvenir, hein? Surtout on fait une présentation sur le Canada, et c'est important de réaliser que dans notre monde, ce n'est pas ici où arrivent la plupart des réfugiés, convenons-en. 80% des réfugiés vont aller dans des pays voisins de leur pays d'origine. Plus de la moitié donc, des réfugiés sont des enfants. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que les pays d'accueil sont en grande majorité des pays du Sud. Et les chiffres sont effectivement de l'ordre de l'adjectif massif qu'on a à tort utilisé parfois dans le passé pour les arrivées au Canada. Donc, c'est important de réaliser ça pour relativiser ce qui se passe, et notamment à la frontière du Canada. La même façon, donc, vous voyez ici les pays hôtes des réfugiés en 2018. Lorsque tout à l'heure, je parlais de la nécessité pour les États de collaborer ensemble, ce qui est intéressant comme phénomène, parce qu'on parlait donc d'une convention qui date de 51, un protocole de 67, et ça fait vieux, et on s'est souvent demandé si c'était encore contemporain. Or, il y a eu depuis 2016 des efforts de discussion aussi et de dialogue et de conférences qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, on a convenu, donc avec la Déclaration de New York, qu'il y aurait donc, on a, si on peut dire, fait encore acte de foi dans nos régimes de droits humains, notamment sur la Convention. Et on a donc décidé qu'il y aurait un pacte mondial sur les réfugiés. Il y en a eu un, évidemment, sur les migrants, qui a été fort bien, et j'imagine avec beaucoup de difficultés, mais fort bien mené par
par Louise Arbour. Donc, ce pacte sur la migration a pris forme, mais également un pacte mondial sur les réfugiés qui a peut-être eu un peu moins de présence médiatique, mais qui, toutefois, est un peu, encore une fois, une base sur laquelle le HCR, en tout cas, et des États qui y croient, vont pouvoir bâtir des ponts avec particulièrement les pays qui reçoivent le plus de réfugiés. Donc, un meilleur partage, un renforcement de coopération. On parle maintenant de soutien au développement, hein, qui était quelque chose qu'on entendait, en tout cas, dans les années 70 et qui a été un peu perdu, et là, qu'on retrouve noir sur blanc dans le pacte mondial, parce que les pays qui reçoivent le plus de réfugiés sont donc ceux qui ont besoin, en fait, de plus de soutien. C'est non contraignant et c'est difficile, je pense, de nos jours, peut-être que vous aurez une autre opinion, mais d'obtenir des textes qui soient contraignants, des textes qui, si on peut dire, essaient de rassembler le plus possible d'États. C'est extrêmement difficile. Donc, comme vous le voyez, la plupart des États membres de l'ONU ont signé, sauf les exceptions que vous trouvez sur la diapositive, les États-Unis, la Hongrie et 2 abstentions. Cela dit, c'est quand même un certain succès, mais le HCR, au moment où on se parle, donc, est très à l'affût de pouvoir faire en sorte que les promesses qui découlent de ce pacte-là soient respectées. Bon, le mandat du HCR au Canada, je vais juste vérifier avec Mireille si je suis dans le temps, plus ou moins. Alors, je vais aller rapidement. Il me reste combien de temps, en fait? Il te reste un bon 15-20 minutes, là, mais ouais. Alors, le temps passe vite. J'espère que vous allez bien, que vous prenez aussi un petit café ou une petite tisane. Bon, soyez bien à l'aise. Pour mettre aussi petite pause, n'hésitez pas déjà à écrire vos questions dans le module de questions-réponses dont Mireille vous a parlé au début ou dans le chat. Comme ça, on les prend petit à petit, puis ça nous permettra après de lancer la discussion. C'était la petite pause du milieu et je repasse la parole évidemment à Denise. On t'écoute avec beaucoup d'attention. Merci, Catherine. Alors, justement, donc, je vais aborder ça, puis après, on va aller dans les enjeux. Bon, très rapidement, en fait, la plupart du temps, les mandats, que ce soit au Canada ou dans les 134 pays dans lesquels on agit, c'est relativement le même. En fait, bien sûr, on ne sera pas là au Canada pour faire de l'assistance qui fait en sorte que les gens littéralement peuvent survivre physiquement et aussi de l'assistance au niveau de leurs droits, de leur protection légale. Cela dit, on va quand même, donc au niveau de protection, pouvoir avoir accès au gouvernement pour faire des propositions, des suggestions, des modifications aux règlements existants, etc. Et ça se fait régulièrement. Et fort heureusement, je dois vous dire qu'au Canada, on a encore une oreille attentive à ce qu'on peut proposer, et ça, c'est absolument important. On a aussi la possibilité d'aller sur place, là où se trouvent les demandeurs d'asile, soit à la frontière, soit en détention et dans d'autres lieux. Et justement, en ce qui concerne la frontière, bon, pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'aller sur place pour des raisons de confinement, mais reste que cette espèce de surveillance, j'utilise le mot de la Convention, peut quand même se faire d'une autre manière. Rechercher des solutions durables, notamment en matière de réinstallation. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, ce sont des réfugiés, donc des personnes qui ont quitté leur pays d'origine, qui se trouvent dans un premier pays d'accueil, mais pour différentes raisons ne peuvent pas y rester et ont besoin d'avoir une solution durable. On va donc effectivement pouvoir, dans la mesure du possible, offrir des places, notamment au Canada. Je dois vous dire que même si, vous allez le voir tout à l'heure, la réinstallation a été suspendue et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour la migration ont donc convenu ensemble de suspendre parce qu'il est extrêmement difficile de faire voyager les réfugiés eux-mêmes. C'était seulement sur la question de réinstallation et non pas sur la question des demandeurs d'asile, bien sûr. La réinstallation, mais il y a aussi d'autres solutions qu'on essaie de chercher de plus en plus, comme de faire venir des réfugiés avec des compétences, donc à travers des programmes spécifiques qu'on appelle complémentaires au niveau économique et aussi, je sais pas moi, des bourses d'études pour réfugiés comme le fait l'entraide universitaire mondiale au Canada, à Montréal notamment, ça va être développé dans les cégeps. Information, sensibilisation et bien sûr, on collecte des fonds pour nos programmes internationaux.
Je voulais vous donner une petite image d'abord à les frontières des demandes d'asile au Canada de 2001 à 2020. Alors, vous voyez à travers les années un certain nombre de fluctuations et qu'en 2017, il y a comme une résurgence. En fait, elle a commencé en 2016, qui a coïncidé avec le changement et l'élection donc de la nouvelle administration aux États-Unis, mais également avec le fait que suite à cette arrivée du président Trump, il y a eu un certain nombre de décrets qui a mis en péril ce qu'ils appelaient des protections temporaires. Vous savez que les protections temporaires, ça existe ici au Canada. On a, par exemple, en 2010 aussi accepté un certain nombre de personnes provenant d'Haïti suite au tremblement de terre. Donc, c'était à peu près essentiellement la même chose pour différentes populations aux États-Unis, mais certaines de ces protections temporaires étaient mises en péril. Donc, il y a eu une recrudescence qui a été marquante en 2017, et notamment sur la question des arrivées irrégulières. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, ça s'est maintenu. On s'est rendu jusqu'à peu près 60 000 l'année passée et il y avait quand même des signes de certains essoufflements. Ça commençait à baisser un peu au début de l'année et là, évidemment, c'est complètement arrêté. Avant de vous parler donc de la question des arrivées irrégulières, je voulais revenir sur le principe des tiers pays sûrs. Pourquoi? Parce que essentiellement, beaucoup d'arrivées de type irrégulière ont été causées à cause, en fait, notamment de l'application d'un principe. Donc, les États-Unis et le Canada ont fait une entente, et ça, c'est tout à fait légitime. Deux pays peuvent le faire relativement à leurs propres frontières, de façon à ce qu'une personne qui arrivait, par exemple, à la frontière du Canada, devait d'abord faire une demande aux États-Unis avant de pouvoir, enfin, essentiellement, n'était pas donc admis sur le territoire canadien, sauf s'il y avait certaines exceptions. Au cours des années, parce que ça a commencé, cet accord-là, et je vais vous le mettre ici, ça a été signé en décembre 2002, pas nécessairement un lien avec ce qui est arrivé en 2001, parce que les discussions avaient commencé bien avant le 11 septembre 2001. Et ça a été entré en vigueur donc en 2004. Alors, les demandeurs d'asile tenus de demander l'asile dans le premier pays d'arrivée, sauf des exceptions. Au moment, avant la COVID, les exceptions étaient les membres de la famille, les mineurs non accompagnés, etc. On verra un peu plus loin. Cet accord, au moment où on se parle, est contesté devant la Cour fédérale. Il y a déjà eu dans le passé une contestation qui avait été menée en fait par le Conseil canadien pour les réfugiés. Ce serait intéressant d'aller sur leur site, on pourra vous donner le lien pour qu'elles expliquent de façon très intéressante ce qui s'est passé lors de cette contestation. Au moment où on se parle, donc, il n'y a pas encore de décision, les audiences sont terminées et la décision devrait arriver certainement en 2020. En tout cas, ça pourrait être intéressant de vérifier ça. Et au moment aussi où on se parle, les pays, donc le Canada et les États-Unis, sont en négociation. Pour modifier cette entente, les médias ont rapporté, ont cité le ministre antérieur disant qu'il voulait moderniser. Alors, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Les demandes d'asile au Canada, les arrivées régulières. Donc, pourquoi je mets le tableau de 2017? Parce qu'avant 2017, il y a toujours eu des arrivées irrégulières. C'est d'ailleurs lorsque l'entente des tiers pays sûrs avait été négociée, le HCR avait donc indiqué comme étant une crainte que certaines personnes pourraient arriver de façon irrégulière dans des conditions pénibles, puisque évidemment, c'est entre les frontières. Pourquoi? Parce que l'accord s'applique seulement aux points d'entrée officiels. Il ne s'applique pas en dehors des points d'entrée officiels. Et là, je parle de la frontière, je n'irai pas dans d'autres considérations, je parle de la frontière terrestre. Alors, par exemple, pour tous ceux qui connaissent, le fameux chemin Roxham est donc un point d'entrée qui n'est pas officiel. Et donc, il y a eu beaucoup d'arrivées irrégulières à ce chemin-là, qui était un petit chemin raboteux là, dès le départ, un petit passage, et qui est par la suite du moins du côté canadien, a été nivelé pour éviter les problématiques de blessures. Donc, on voit qu'il y a eu un pic en août 2017 et donc,
régulièrement, il y a eu donc des arrivées au Canada de façon irrégulière. Qu'est-ce que ça veut dire irrégulière? C'est qu'en fait, les personnes peuvent, parfois c'est drôle parce qu'il y a des gens qui, en fait, pourraient se qualifier pour entrer en vertu de l'entente des tiers pays sûrs, mais ne savent pas. Une chose que je voulais souligner, je sais que vous aurez probablement beaucoup de questions, mais enfin, on va y aller rapidement parce que le temps passe. On entend parfois, et je l'ai lu récemment, que les gens qui arrivent de façon irrégulière, en fait, sont essentiellement des gens qui ont des motifs économiques et qui ne sont pas des réfugiés. Ceci est faux, et les chiffres le démontrent, qui sont des chiffres publics sur le site de la CISR, qui est la Commission de l'immigration du statut de réfugié, le tribunal qui détermine qui peut obtenir la protection internationale au Canada. Donc, vous voyez les sources, c'est quand même pas seulement Haïti, bien sûr, il y a Haïti, Nigeria en grande partie, maintenant la Colombie aussi, mais les taux d'acceptation sont sont certainement en moyenne beaucoup plus que la moitié des gens qui arrivent de façon irrégulière, qui auront donc ce statut de réfugié. Bien sûr, l'Haïti, c'est beaucoup moins fort et aussi le Nigeria, mais cela dit, il y en a quand même un certain nombre qui sont acceptés. Donc, depuis les fermetures, vous voyez qu'il y a très peu de demandeurs d'asile qui ont pu arriver, enfin, ont pu se présenter. Il faut dire qu'au niveau du Québec, New York étant et les États limitrophes étant fortement touchés par la COVID, c'est très difficile pour les gens aussi de voyager purement et simplement. Mais c'était encore donc au Québec où il y en avait le plus au niveau des arrivées irrégulières. Soyons bien clairs, il y a toujours des demandeurs d'asile qui peuvent arriver par l'aéroport, toujours des demandeurs d'asile qui peuvent demander l'asile à l'intérieur d'un bureau de l'immigration réfugiée, enfin à l'intérieur, par voie Internet maintenant, mais quand même, il y a toujours une possibilité et ça se fait. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui le font. Donc, ça continue. Et il y a aussi, donc, à l'époque, dans ces arrivées irrégulières. Et maintenant, je vais vous dire ce qui se passe pour ces gens-là. Allons voir un peu plus, donc, les enjeux et après, on reviendra justement à la fermeture. Je vais évidemment, ce diaporama-là va être à votre disposition et je pense que c'est tout à fait important de lire très attentivement ce que notre haut-commissaire, Don Filippo Grandi, a indiqué dès le 19 mars, parce qu'il voyait tout à fait voir les frontières se fermer et c'était pour lui et pour nous extrêmement préoccupant. Et il a rappelé donc aux États de maintenir les voies d'accès au régime d'asile. Donc, en ce qui concerne le Canada, il y a eu d'abord donc cette première fermeture temporaire le 16 mars. Ensuite, on a annoncé qu'il allait y avoir donc un accord mutuel entre les États-Unis et le Canada qui, pour justement prévoir ce renvoi temporaire de façon à ce que les demandeurs d'asile qui s'étaient présentés et qui n'ont pu rentrer puissent éventuellement le faire plus tard. Au moment où on se parle, cet accord n'a pas été rendu public et cet accord devrait contenir des garanties, mais pour l'instant, c'est du moins ce que le gouvernement a déclaré. Réouverture partielle de la frontière un peu plus tard, le 22 avril. Et puis, voilà, j'ai décortiqué un peu les décrets, parce qu'au début, il y avait quand même certaines exceptions, comme vous pouvez voir. Je donnerai les liens pour les décrets, c'est très intéressant à lire. On avait donc interdit l'entrée des demandeurs d'asile au Canada depuis les États-Unis, sauf pour les mineurs non accompagnés, les apatrides qui ont une résidence habituelle aux États-Unis. Habituellement, c'est d'être là, de pouvoir prouver qu'on était aux États-Unis pendant un an, citoyens américains. Et on a aussi ajouté une exception qui éventuellement a disparu dans les autres décrets. Difficile pour moi d'expliquer ceci. Depuis le 21 avril, donc, on a tout simplement remis à zéro, si on peut dire. On est revenu à la situation avant COVID, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile qui pouvaient se qualifier pour une exception à l'entente des tiers pays sud pouvaient rentrer.
Il y a d'autres types de demandeurs d'asile qui pourraient aussi arriver de façon irrégulière et qu'on laisserait entrer. C'est les citoyens des États-Unis, les apatrides et le mineur non accompagné, et aussi des gens qui, à cause d'une clause d'intérêt national, essentiellement, par exemple, une personne, un Américain ou un demandeur d'asile se présente à Roxham et on constate qu'il pourrait être renvoyé dans un État américain où sévit la peine de mort. À ce moment-là, on pourrait faire une exception. Il semble que ce soit apparemment une ou deux exceptions, mais pas plus au niveau de la clause d'intérêt national. Donc, au moment où on se parle, l'entente des tiers pays sud, pardon pour le changement de diapo, l'entente des tiers pays sud s'applique comme avant la COVID et les gens, donc au niveau des gens qui arrivent à Roxham, par exemple, ne peuvent pas entrer, sauf ces exceptions, et on va les retourner en leur laissant savoir qu'ils vont pouvoir éventuellement revenir pour faire leur demande. Ceux qui n'auront pu entrer à la frontière de la Colle, par exemple, qui est le point d'entrée officiel, à cause de l'entente des tiers pays sûrs, ben, en fait, l'entente va s'appliquer, ils vont être renvoyés et en espérant vont pouvoir effectivement faire une demande d'asile. Je dis en espérant, parce qu'au niveau de la loi américaine, et je ne m'étendrai pas beaucoup parce que je ne suis pas une spécialiste, mais au niveau de la loi américaine, il faut quand même pouvoir démontrer que la demande est faite dans l'année qui suit l'arrivée. On peut toujours faire des arguments par rapport à ça. Donc, il y a toujours une ouverture pour une possibilité d'exception à cette règle d'1 an. Alors, résumons. Le Canada a annoncé que les demandeurs d'asile qui sont visés par ces mesures-là vont être autorisés à présenter une nouvelle demande une fois la situation rétablie. Bon, soyons très, très réalistes aussi, il ne s'agit pas de beaucoup de personnes, mais quand même, c'est important. Et c'est important, en fait, ce que les gens reçoivent, c'est une information pour pouvoir communiquer avec le gouvernement canadien, pour pouvoir revenir à une autre date. On n'a pas encore ce plan, c'est-à-dire ce plan de renouvellement de la demande d'asile n'est pas encore ni public, ne nous a pas encore été présenté, mais essentiellement pourra être appliqué lorsque la situation reviendra au normal, entre guillemets. Ensuite, ce qui est important quand même de vous mentionner, c'est qu'on a demandé au gouvernement, et notamment au Canada en ce qui concerne la présence ici, que ces mesures contiennent des garanties, et ça se retrouve en écho dans cette lettre d'Amnesty International signée par différentes personnalités, que ces mesures-là temporaires restent temporaires, qu'elles contiennent des garanties contre le non-refoulement, bien sûr, et la détention systématique. Et il faut donc, pour l'instant, on reconnaît, et on l'a reconnu dès le départ, et le haut-commissaire aussi, on est très conscient que la question de la pandémie est une question absolument particulière, du non-vu, et il est tout à fait dans l'intérêt du gouvernement d'établir des mesures pour protéger sa population. Ceci dit, c'est important que pour le HCR et pour le haut-commissaire, et je vais vous montrer ici essentiellement un extrait d'un récent communiqué de presse, il manifeste d'abord que les principes essentiels de la protection des réfugiés sont mis à l'épreuve, et aussi que garantir la santé publique et faire en sorte que les réfugiés puissent avoir accès à la frontière ne s'exclut pas. Ce n'est pas un dilemme et les pays peuvent établir des mesures de quarantaine, par exemple, pour pouvoir faire en sorte que les gens qui arrivent, qu'on puisse être rassurés sur leur état de santé et qu'ils puissent éventuellement aller dans la population globale. C'est ce qui se fait d'ailleurs au Canada. Les demandeurs d'asile sont soumis à 14 jours d'attente aux frontières avant d'être acheminés vers des hébergements temporaires s'ils peuvent y avoir accès, dépendamment des critères, qui sont essentiellement le YMCA, que je salue d'ailleurs, qui sont des gens extraordinaires, et comme beaucoup d'ailleurs qui ont aidé les demandeurs d'asile dans cette situation particulière. Alors, je vais vous laisser, je pense qu'on est rendu pas mal proche et ça va me faire grand plaisir de répondre à vos questions et merci encore de m'aider.
moi personnellement et mes collègues de pouvoir réfléchir sur ce que vous allez apporter comme contribution. Merci. Merci beaucoup, Denise. C'était vraiment intéressant. Et je le dis aussi parce qu'il y a eu des petites questions sur les diapos et tout ça, des choses qu'on avait de la difficulté à voir. Les diapositives seront partagées, donc il n'y a pas d'enjeu si vous avez manqué un petit quelque chose. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine qui va nous aider à répondre à certaines questions. Mais avant ça, Denise, si c'était possible d'arrêter le partage d'écran, en fait, qu'on puisse voir les intervenants un petit peu mieux, ce serait bien apprécié. Avec grand plaisir. Oui, juste un petit moment, je vais... Juste un moment, j'ai un peu de difficulté avec ceci. Je pense que... Il n'y a pas de problème, on est tous en train d'apprendre. Oui, oui, oui. Je pense... Et voilà. Ah, magnifique. Je me vois, c'est que vous me voyez aussi. Donc, merci beaucoup, Denise, pour cette présentation. Effectivement, beaucoup d'informations, donc beaucoup de questions. Donc, on va y aller mollo, doucement, parce que je sais que c'est pas facile d'être sur le grill comme ça. Puis, comme je dis, il y a quand même pas mal de questions. Il y a une série de questions, et on va commencer par ça, par les États-Unis. Il y a pas mal de questions là-dessus, sur quelles sont les obligations des États-Unis. Je pense que ça vient de deux choses. À la fois, il y a des questions par rapport, justement, à leurs obligations par rapport à la Convention de Genève, puis est-ce que les États-Unis aujourd'hui continuent à respecter leurs obligations? Puis qu'est-ce qu'on peut y voir? Parce qu'on sait que la situation est tendue. Puis comme vous l'avez dit à un moment, il y a aussi des décrets qui ont changé, puis des choses qui ont changé. Donc vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis comment est-ce que le Haut Commissariat approche ou comprend la situation aux États-Unis actuellement. Puis il y avait une autre question qui est plutôt liée, je pense, au pacte mondial sur les réfugiés, puisque vous avez dit que, bon, certes, c'est non contraignant, mais que les États-Unis n'ont pas signé non plus. Puis la question, c'était de savoir aussi qu'est-ce que ça signifie. Puis est-ce que ça va de la même tendance générale par rapport au respect ou non des obligations en matière de protection internationale par les États-Unis aujourd'hui? Donc, je vous laisse commencer par une grosse question pour tout de suite aller dans le bas. Oui, ben, en fait, ça ne m'étonne pas, hein, c'est sûr, dans le sens que c'est clairement une situation particulièrement préoccupante. En fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas la COVID-19 qui a fait nécessairement tous les changements. Même auparavant, lorsque l'année passée, le haut-commissaire avait entre autres à quelques reprises, laissé clairement entendre que le traitement, par exemple, qui avait été utilisé vis-à-vis des enfants en détention qui n'était pas en conformité avec les normes internationales. Il y a eu aussi d'autres déclarations du même type. Donc, il est clair que d'abord, pour répondre à la question, les États contractants, pour utiliser le terme de la Convention, ont des obligations de respecter les principes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc celui du non-refoulement. Donc, et aussi, je pense aussi qu'il faut dire par ailleurs que le système de demande d'asile, même si de la même façon qu'au Canada, il y a quand même il y a encore une certaine forme de suspension temporaire, on l'espère, reste qu'il existe encore. Faut dire aussi que les États-Unis reçoivent encore. Évidemment, pendant la COVID, c'est suspendu, mais un certain nombre de personnes réinstallées, c'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui trouvent une solution durable aux États-Unis. Et je pense que c'est important de tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a des préoccupations, mais je vais réinsister. Bon, je ne suis pas une spécialiste. On reçoit évidemment parce qu'on a un bureau à Washington. Donc, c'est clair que nos collègues font une vérification régulière de tout ce qui se passe et colligent toutes ces informations-là de façon à pouvoir poursuivre leur travail, qui est un travail difficile, mais c'est ça aussi le HCR. C'est pas juste les États-Unis. Hein? C'est pas hier, dans plusieurs situations étatiques où on a dû à plusieurs reprises accompagner les gouvernements qui semblent pas comprendre nécessairement le principe même du non-refoulement. Ça prend du temps. Je vous parlais de travail de diplomatie. Alors, on parle des États-Unis, mais je voudrais quand même vous indiquer qu'il y a d'autres situations dans le monde où des États qui sont aussi contractants ne respectent pas nécessairement. C'est notre rôle de les accompagner, c'est notre rôle aussi
de pouvoir maintenir le dialogue. Et j'insiste parce que l'important, c'est de pouvoir avoir accès aux populations qu'on doit protéger et ça, c'est absolument fondamental. Toute la situation aux Amériques est une situation assez particulière, assez difficile et il faut, et j'écoutais encore récemment Madame Doubini, bon, le nom peut-être vous dira rien, mais c'est notre directrice du Bureau des Amériques. La situation est extrêmement difficile aussi dans les États de l'Amérique centrale, mais il faut pouvoir garder les canaux ouverts pour pouvoir passer au message et pour pouvoir soutenir de la meilleure façon possible, dans la mesure du possible, les principes qu'on essaie de défendre et aussi un soutien très concret aux personnes qu'on doit aider là, dans toutes ces mouvances parfois extrêmement difficiles. Donc, non, je ne serai pas ici pour condamner qui que ce soit parce que, ou quoi que ce soit, parce que justement, c'est de l'essence même du HCR de pouvoir travailler dans un espace de dialogue et dans un espace de diplomatie, peu importe la difficulté. Merci beaucoup pour cette réponse. Puis il y a une série de questions qui sont un peu en lien avec ça, qui portent sur ce qu'on appelle, alors je ne sais jamais dans quel sens, mais les pays tiers sud ou l'accord sur les pays tiers qui sont considérés comme sud, puis c'est lié évidemment aux États-Unis pour l'instant. Donc il y a quelques questions qui, je sais, parce qu'on sait que cet accord a été rediscuté ou pose certaines questions sur des gens qui sont arrivés aux États-Unis. Il y a aussi certains commentaires qui disent justement, est-ce qu'on peut encore considérer aujourd'hui les États-Unis comme un pays sûr? Et donc, est-ce que cet accord tient encore? Puis, quelle est la position justement du Haut-Commissariat aux réfugiés par rapport à cette entente, puis par rapport au respect de cette entente et aux conditions qui génèrent normalement la reconnaissance d'un pays tiers sud et l'évolution qu'on voit? On sait que c'est une question qui est très sensible pour l'instant et donc il y a une série de commentaires par rapport à cet accord. Peut-être juste pour tout le monde expliquer ce que c'est, si vous voulez bien d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, de manière pragmatique pour les non-spécialistes, parce que souvent on parle entre nous quand on écoute la migration, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis quelle est l'évolution que vous avez vue par rapport à ça ou les enjeux qui se cachent derrière? Oui, je le reconnais, hein, c'est une question auquel je m'attendais parce que ça fait plusieurs années aussi qu'on se la fait poser. Et c'est très important et ça existe aussi dans d'autres continents, notamment en Europe. C'est un principe qui est en fait un principe de base de partage des responsabilités. Ça va dans le sens, en fait, du Pacte mondial sur les réfugiés. D'abord, c'est un engagement entre pays. Il n'y a rien qui empêche que deux pays puissent s'engager mutuellement dans ce genre d'accord. L'engagement est que si une personne se présente à une frontière, peut-être que je l'ai mal expliqué tout à l'heure, et la personne en question doit en fait demander dans le premier pays où elle s'est trouvée. Alors, la personne peut arriver au Canada et se présenter à la frontière américaine, oui, ça arrive, ou plus souvent des gens qui sont donc aux États-Unis qui se présentent à la frontière canadienne. Donc, les gens essentiellement vont se faire dire, écoutez, vous avez la possibilité de demander la protection aux États-Unis, allez-y, parce qu'il y a une entente entre les deux pays qui fait que si une personne se présente à la frontière, elle doit d'abord demander dans le pays où elle se trouve. Sauf exception. Bon, exception, il y en a eu à travers les années qui se sont rajoutées, mais essentiellement au moment où on se parle, hein, pour faire ça court, l'exception fondamentale, c'est d'avoir un membre de la famille ici au Canada et à ce moment-là, on peut rentrer. Le Canada a fort probablement établi cette exception dû au fait qu'un des objectifs de la législation sur l'immigration, de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés concerne cette réunification de famille. Donc, on pouvait donc en faire une exception. Il s'agira cependant de membres de famille proches. Hein? Donc, réadmission, mais il faut aussi que la personne qui puisse donc retourner dans le premier pays d'accueil puisse avoir accès à une procédure, rester donc sur le territoire pendant qu'une procédure est prise et aussi accorder donc aux personnes un traitement correct par rapport aux normes qui sont établies. Alors ça c'est le principe. En application,
C'est pas toujours effectivement facile de comparer deux systèmes. La convention établit des principes, mais elle dit pas grand-chose, en fait, dans le sens qu'elle ne donne pas de détails sur comment les États doivent faire leur processus de détermination de statut de réfugié. Généralement, ce que le HCR et les normes internationales demandent, c'est qu'il y ait une possibilité d'être entendu et une possibilité aussi d'appel. Il y a des gens qui seront entendus sur papier où on acceptera leur demande et d'autres devront passer devant les tribunaux. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste du droit américain. Il y a différents aspects. Le Canada aussi, à travers les années, a eu différentes manières au niveau de détermination de statut de réfugié. Donc, ça peut fluctuer. Mais de façon générale, la personne doit avoir accès à ça. On a, évidemment, je le répète, on regarde de façon très attentive ce qui se passe dans les deux côtés de la frontière et on va aussi émettre des opinions directement au gouvernement. Mais au moment où on se parle, donc ce sont des engagements bilatéraux que les deux gouvernements peuvent faire. Le fait que le système existe encore et le fait qu'on puisse compter aussi sur les États-Unis pour obtenir des places de réinstallation, indique qu'il y a quand même des possibilités pour des gens d'avoir la protection aux États-Unis. Ceci dit, il est bien clair que, et ça, on ne s'en est pas caché, que nous pensons que dans certains cas, et particulièrement à la frontière sud, des États-Unis avant même la COVID, que les dispositions qui avaient été prises vis-à-vis des demandeurs d'asile n'étaient pas nécessairement conformes aux normes internationales. Et ça a été exprimé par le haut-commissaire également. Donc, la Convention n'a pas dans ses dispositions d'éléments coercitifs. La Convention ne comporte pas non plus dans ses textes de tribunal et de possibilités de sanctions. On n'en est pas là parce que la Convention ne nous le permet pas. La Convention nous demande au HCR de pouvoir faire la surveillance de ce qui se passe, de pouvoir faire des propositions ou des suggestions et des recommandations, devrais-je dire plutôt, aux États de façon à ce que leur législation, leur comportement rejoignent le plus possible les normes internationales. C'est pas facile. Dans plusieurs circonstances, c'est pas nécessairement ici, mais c'est le mandat qu'on a de faire. C'est ce que je vais me limiter à ça. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi des questions évidemment sur la situation à la frontière et l'évolution de ce qu'on a, du chemin Roxham, donc qui est cet endroit où on sait qu'il y a des passages qui existaient. Donc, les questions, elles portent déjà sur donc cette fermeture, puis qu'est-ce que le HCR en pense? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt choisi une quarantaine ou comment voir ça? Et surtout, il y a des questions qui sont en lien avec ce que vous avez mentionné à un moment dans votre présentation, qui sont les renvois temporaires. Donc, les renvois temporaires, si j'ai bien lu, qui sont mis en œuvre depuis le 21 mars. Comment ces renvois temporaires sont mis en œuvre? Est-ce qu'il y a des registres qui sont tenus? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Et une série de questions aussi pour voir qu'est-ce qui va se passer un peu après, c'est-à-dire que les renvois temporaires ont lieu, mais quid après? Quelle procédure ou comment est-ce que ça va évoluer? On sait qu'à un moment, la frontière va réouvrir. On parle d'une certaine date, je pense en juin, fin juin, 21 juin. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Puis, quelles sont les informations que vous avez au niveau du Haut-Commissariat ou quelle a été la position justement que vous avez prise au niveau de l'organisation sur cette question? Merci, évidemment. Je m'excuse, je fais vraiment la journaliste qui pose les questions, mais je vous remercie d'y répondre. J'ai écrit, si jamais j'en ai sauté, vous me le rappellerez, Catherine. Merci. D'abord, le dernier décret est effectivement, l'échéance est le 30 juin. On verra bien si ça va être prolongé. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a eu très peu de gens qui se sont présentés. Ceux qui se présentent sont rencontrés par les autorités, hein, et les autorités prennent toutes les informations relatives qui sont disons des données habituelles qui sont récoltées.
à chaque fois qu'une personne se présente donc, au point d'entrée. Alors, ils sont effectivement enregistrés, vu ils ont les statistiques et ils ont les informations. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que donc les personnes qui se présentent, et notamment au chemin Roxham, on leur donne un document qui est explicatif de pouvoir recontacter les autorités canadiennes une fois que la frontière sera réouverte. Donc, c'est un lien Internet, je pense. Bref, un lien pour que les gens puissent recontacter les autorités. Écoutez, c'est pas compliqué, on ne sait pas, je l'ai dit, je l'écris dans le diaporama, nous ne savons pas de quelle façon et quand ce plan de faire en sorte que les personnes soient rappelées pour qu'elles puissent faire leur demande d'asile. Nous ne savons pas quand ça va être mis en œuvre et ni comment pour l'instant. Rassurez-vous. Nous sommes en dialogue constant avec le gouvernement. Nous demandons d'avoir des informations à ce sujet-là. Il faut aussi voir, vous savez, quand on fait au HCR de l'observation aux frontières, une première chose que moi, en tout cas, j'ai constatée et que j'ai apprise, c'est qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel se trouve le gouvernement ou les autorités. C'est très important parce que pour tout le monde, incluant pour le gouvernement canadien et les autorités à la frontière, c'est du jamais vu. Il y a donc dans ce contexte-là, c'était particulièrement difficile de pouvoir établir, on l'a vu d'ailleurs, le premier décret avait pratiquement fermé complètement la porte, ce qui était très, très inquiétant. Bon, finalement, ça a été, il y a une rouverture un peu plus dite normale, sauf pour les arrivées, notamment les arrivées régulières. Mais c'est sûr que c'est un contexte particulièrement difficile et ça, le haut-commissaire le reconnaît aussi. Et le haut-commissaire l'a toujours dit du départ que les autorités peuvent prendre des dispositions, mais qu'il faut que la question d'accès à l'asile demeure. On a donc insisté auprès du gouvernement qu'il s'agissait d'une situation temporaire et que ce serait intéressant, sinon important, fondamental, d'avoir accès, et même publiquement, aux assurances, aux garanties qui ont été négociées entre les États-Unis et le Canada par rapport au renvoi dans les pays respectifs et ce qui arrive aux personnes. Alors, c'est une demande qui est pendante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la question fondamentale. Personne ne le sait, on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que les gens seraient éventuellement rappelés et qu'on étudierait leur demande et qu'on la considérerait comme étant une demande faite à l'intérieur du Canada, si la logique s'applique, que ça devrait être ça. Mais on ne peut pas vous en dire plus au moment où on se parle. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi une série de questions vraiment sur le Québec, puisqu'on sait que pour l'instant, on a beaucoup parlé des demandeurs d'asile au Québec, notamment les demandeurs d'asile qui travaillent là, même actuellement, dans les CHSLD, donc qui sont en première ligne, qui donnent des soins. Ça a été finalement une visibilité qui a été offerte à cette population aussi, puis une mise en avant de leur contribution, mais ça a évidemment aussi provoqué pas mal de questions sur leur statut, puis quelle va être l'évolution de leur statut. On sait qu'il y a des organismes qui demandent leur régularisation, c'est-à-dire un accès à peut-être la résidence permanente, certains disent la résidence permanente, d'autres une prolongation de leur statut. Il y a une série de questions là-dessus pour savoir, quelle est la position évidemment du commissariat par rapport justement à ce type d'initiative, ce type de demande. Aussi pour savoir, est-ce que si l'accès à la résidence permanente, est-ce que c'est quelque chose qui a un statut qui est plus protecteur justement pour ces gens que leur demande? Et donc, quelle est l'évolution, puis comment comprendre un peu ce débat qu'il y a autour des demandeurs d'asile au Québec pour l'instant, de leur contribution, de la reconnaissance de leur statut, de comment les aider finalement aujourd'hui par rapport, on sait, les déclarations du Premier ministre François Legault, mais aussi la société civile, puis vous l'avez dit, vous travaillez avec la société civile, beaucoup de demandes qui viennent de la société civile par rapport à cette question. Oui, oui, c'est absolument, en fait,
C'est absolument très intéressant ce qui se passe. Mais je vais être très claire dès le début. Le HCR n'a pas de juridiction de type humanitaire. C'est-à-dire que on est ici essentiellement pour voir et faire la surveillance de comment le Canada applique les règles en fonction de la Convention de 51, qui parle donc, on l'a vu tout à l'heure, la définition de réfugié. Le Canada a élargi cette définition-là et c'est le système en tant que tel qui nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse, ça fait partie de notre mandat. On n'a pas le mandat de traiter de tout autre type de politique qui pourrait être soit humanitaire ou soit à travers n'importe quel programme de type immigration. Ce n'est pas de notre ressort. On ne serait pas les bienvenus d'avoir à avoir une position à ce sujet-là. Pour ce qui est de la question, et ça c'est intéressant de savoir, enfin, je vais revenir sur ce que je disais précédemment parce que j'ai l'impression d'avoir fini un peu sec, ce qui est le cas. C'est évidemment que je suis très, très, très touchée personnellement par ce qui arrive. Là, on n'est pas désincarné, hein, n'est-ce pas? Mais au niveau du mandat purement du HCR, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des politiques, des protections temporaires qui avaient été accordées aux Haïtiens. Je peux aussi référer à des programmes qui avaient été mis en place il y a plusieurs années sur des Algériens qui étaient dans ce qu'on appelle les limbes pendant plusieurs années sans avoir aucun type de statut, ce qui était vraiment très, très dommageable pour eux. Donc, enfin, le Québec avait notamment mis en place des programmes pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là, ce qui étaient très nombreux, puissent avoir accès donc, à un autre genre de statut. Certains, la plupart étaient déboutés, bien sûr. Et ce qui est différent maintenant, c'est que c'est à la fois la régularisation est demandée à la fois pour des demandeurs d'asile dont la demande est pendante et des gens qui sont aussi en état de demande de motif humanitaire suite à une demande déboutée. Ça veut dire une demande qui a été refusée essentiellement. Donc, c'est nouveau dans ce sens-là. Maintenant, je voudrais quand même porter à votre attention par rapport à la question de l'aspect protection. Si une personne est déterminée réfugiée, c'est ça essentiel. Il faut revenir un peu au système, comme j'ai dit tout à l'heure. Une personne doit prouver qu'elle est une réfugiée au sens de la Convention ou au sens de la loi, une personne protégée au sens de la loi canadienne. Et c'est pour ça qu'elle va devant un tribunal. Ou devant, dépendamment de la situation, devant ce qu'on appelle l'évaluation des risques avant emploi. Si la personne, si on la reconnaît réfugiée, elle aura accès à la résidence permanente. Ça, c'est quelque chose qui est une pratique absolument importante au Canada, puisqu'il y a certains pays où c'est juste une protection temporaire. Là, au moins, il y aura une protection permanente et éventuellement l'accès à la citoyenneté. Mais pour ce qui est donc du HCR et de dire, bon, oui, on est d'accord avec ça, ça n'a pas vraiment de portée parce que ce n'est pas, nous ne sommes pas donc dans cette position-là. Ce qu'on fait au moment où on parle, parce que ça aussi, c'est une autre répercussion de la COVID, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'audience pendant un certain temps. Et ça, évidemment, ça peut causer une grande problématique de création de délais. Et les délais, c'est jamais bon hein, quand on attend pendant des années. Je sais, j'ai vu des gens dans mon bureau à l'époque et depuis ce temps-là, avec les gens que je rencontre régulièrement, ça tue. Ça tue. Donc, c'est clair que ça va être une problématique et avec évidemment d'autres partenaires de la Commission de l'immigration et statut de réfugié, on fait des propositions pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des traitements des demandes d'asile beaucoup plus rapides. Bon, oui. Ça ne répond pas, voilà. Mais je me permets justement de sauter sur cette partie parce qu'il y a aussi une série de questions par rapport à ça, de savoir quelle est la situation par rapport aux audiences, puis comment ça se passe, puis est-ce que les demandes sont encore étudiées, est-ce que le fait que, je sais qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont passées en ligne, mais quel est l'impact pratique hein, sur des personnes qui doivent faire leurs demandes, puis qui n'ont plus accès à une interface, à un humain. Et puis aussi, comme on le dit, il n'y a plus d'audience. Quelle est la situation, puis quel est le monitoring que vous avez pu faire à ça, puis quelles sont les implications? Parce que comme vous le dites, il y a des hommes et des femmes, des enfants, des gens vraiment derrière. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Parce que ça, c'est un impact direct, évidemment, de la crise sanitaire qui se pose.
Oui. Alors, je répondrai pour peut-être conclure mon intervention antérieure. C'est au gouvernement de pouvoir établir des programmes qui puissent effectivement faire en sorte que ces arriérés, hein, pour parler en termes comptables, disparaissent. Parce qu'il est en train de s'en créer un aussi. Il y en avait déjà eu un suite à la dernière loi qui a changé en 2012. Vous savez, il y a quelques, comme j'ai assez de cheveux blancs pour pouvoir raconter qu'en 1992, il y a eu ce type si je peux dire, de processus très accéléré où les gens n'avaient qu'à prouver un minimum de fondements, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, mais disons qu'un certain nombre d'éléments étaient acceptés sans avoir à avoir une audience à long terme. Je ferme cette parenthèse-là en disant, bon, voilà, ça, c'est effectivement que le Canada peut très certainement recourir à ce type de possibilités à travers son système de détermination de statut de réfugié. La situation de la CSA, vous l'avez dit justement, Catherine, donc c'est suspendu et même à la limite, même les décisions qui ont été prises, parce que je pense que toutes ont été rédigées pendant cette absence de 2 mois ou quelques. Je parlais des décisions donc, qui étaient pendantes, ont été rédigées, mais elles n'ont pas encore été communiquées parce que justement, il n'y a personne qui travaille spécifiquement ici ou à Guy Favreau pour pouvoir les poster. Alors, tout est à repenser parce qu'on est bien sûr presque certain qu'il va y avoir encore d'autres répercussions avec la COVID-19. Je n'espère pas, mais c'est dans les projections. Donc, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Vous faisiez peut-être allusion, vous faites allusion peut-être, Catherine, à la question de la vidéoconférence, du recours à la vidéoconférence, qui est un modèle qui est assez contesté dans les milieux, disons, juridiques. Et dans certains cas, certainement à raison. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui pourrait effectivement bien faire en sorte de sentir que ces droits sont bien respectés dans le cadre d'une vidéoconférence. Mais je dois quand même vous informer qu'au HCR, on le fait parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut que il faut que les déterminations se fassent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se fait lorsque les gens sont dans une situation d'extrême vulnérabilité, mais nous le faisons. Et encore faut-il qu'il y ait un certain nombre de garanties, un certain nombre de conditions pour que ça puisse être effectivement mis en place. Alors, je sais que c'est en réflexion présentement, en collaboration avec les partenaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. On participe à ces rencontres-là également et on a aussi des rencontres bilatérale avec la CISR pour pouvoir en discuter. Il y a eu des principes directeurs qui sont sortis là-dessus récemment du HCR qu'on a partagés, qui sont en fait publics, que je pourrais même mettre sur le site, le site de ce webinaire. Et donc, oui, on continue de cette façon-là. Maintenant, il n'y a plus d'audience, on n'est plus sur place. On avait l'objectif de faire, entre autres, beaucoup d'observations en matière de détention. On n'en a pas parlé jusqu'ici, je ne sais pas si ça intéresse les gens, parce qu'on voulait voir effectivement si les directives, notamment en matière des meilleurs intérêts de l'enfant, étaient invoquées, étaient aussi les alternatives à la détention. Bref, on voulait avoir un œil un peu plus rapproché là-dessus. Pour la détention, si vous êtes intéressé, au moment où on se parle, il y a presque personne au Québec en détention. Je parle de l'immigration. Il y en a un certain nombre, bien sûr. Il y en a 3, je pense, mais ils ne sont pas sous le mandat du HCR. Je me rebondis encore sur la question parce que justement, il y avait des questions sur la détention, donc c'est parfait. C'est comme si vous lisiez les questions en même temps que je découvre aussi. En fait, il y a une question sur c'est quoi justement ces centres de détention temporaire, puis qui s'y retrouve, donc peut-être une question plus générale. Et il y avait aussi des questions un peu plus spécialisées en rapport avec la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Et est-ce qu'on a vu une évolution par rapport aux détentions justement et aux décisions qui sont prises en matière de détention, que ce soit le CISR ou, je lis les acronymes ASFC. L'agence, oui. Voilà, c'est la spécialiste par moi. Mais donc, est-ce qu'on a vu une évolution par rapport aux détentions temporaires aussi? Par rapport, alors on sait qu'il y a moins d'arrivées, mais il y a quand même des arrivées, puis comment ça se passe par rapport à ça? Donc vraiment peut-être expliquer qu'est-ce que la détention temporaire, puis est-ce qu'on a vu une évolution aujourd'hui avec la crise sanitaire?
Merci. D'accord. Merci beaucoup, Catherine. En fait, je ne sais pas à quoi vous référez quand vous dites détention temporaire. Effectivement, la plupart du temps, elle est temporaire, mais je parle de centre de détention. Je vais être précise. Ça n'existe pas comme terme, centre de détention temporaire. Au moment où on se parle, effectivement, il y a très peu de détention. La plupart sont des gens qui, par exemple, avaient un visa et puis, bon, enfin, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que les cas dont on m'a parlé étaient plutôt reliés à la question de criminalité, des questions de perte de statut dû à la criminalité, mais c'est assez vague et je pense que c'est important de ne pas... je n'irai pas plus loin pour ne pas parler de cas individuels. Mais donc, avant la COVID, d'accord, je pense qu'on va commencer par ça. Avant la COVID, il y avait un certain nombre de gens qui étaient détenus. On va parler du Québec, au Centre de surveillance de l'immigration, qui est un centre situé à Laval. Alors, il y en avait quand même, habituellement, ça va autour de 69, 70. Et un certain nombre de ces gens-là, je dirais peut-être les 2/3, étaient des gens qu'on appelle sous la responsabilité du HCR, c'est-à-dire des gens qui étaient soit des demandeurs d'asile qui étaient en début de traitement ou des demandeurs d'asile qui étaient déboutés, donc qui avaient été trouvés, qui ne devaient pas avoir la protection donc, du Canada et qui devaient être en renvoi. Ça a été, je le mentionne que ce qui nous préoccupe et ce qui préoccupe certains de nos partenaires, notamment Action Réfugiés Montréal, c'est le fait qu'au Québec, il y a beaucoup de détentions pour des raisons d'identité. Et notamment, statistiquement, il s'agissait de gens qui arrivaient de façon irrégulière, surtout de la République démocratique du Congo, et qui donc avaient des difficultés à s'identifier, soit on pensait qu'ils étaient en volet, bon, etc. Peu importe, reste que, effectivement, statistiquement, c'est ici qu'on détenait le plus sur la question de l'identité. Donc, on a commencé depuis 2 ans à faire un travail avec un comité ad hoc pour essayer de faire avancer les choses à ce niveau-là. Et l'Agence des services frontaliers du Canada, la SFC, très collaboratrice. Et encore une fois, c'était donc du côté du HCR, mettre en lien, en dialogue, des partenaires et le gouvernement pour essayer de trouver une solution. C'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. Alors, la COVID a changé des choses en ce sens que, effectivement, ça devenait, il faut le reconnaître, dangereux pour des gens de se retrouver dans un milieu fermé. Même si, et ça, on doit quand même le dire, les autorités ont pris les dispositions. Ceci dit, ça a été contesté par un certain groupe de détenus qui, eux, trouvaient que c'était dangereux. Ils ont fait ils ont entamé quelques-uns, une grève de la faim. Et donc, on a effectivement surveillé cela enfin, de façon très rapprochée, avec des contacts avec le gouvernement pour faire en sorte de vérifier. C'est notre rôle que tout se passait selon les normes. Là où on a aussi, vous savez, des fois, j'ai découvert, parfois, il s'agit juste de mettre des gens en présence, hein, juste les fameux silos là, qui se trouvent un peu partout. Là. Donc, il y a eu donc des efforts qui ont été mis de ce côté-là pour pouvoir faire en sorte que les gens qui avaient une possibilité d'être libérés aient un lieu où aller. Je parlais du YMCA tout à l'heure. En fait, j'aurais dû dire Praïda, qui est un partenaire absolument formidable et qui font énormément d'efforts et qui ont été très actifs, très proactifs à ce niveau-là. Il faut aussi voir que c'est quand même un mandat assez particulier de pouvoir s'assurer que les gens qui sont hébergés en hébergement de ce qu'on appelle de dépannage avant de trouver un appartement, c'est quand même énormément de responsabilités pour pouvoir garder les gens en santé. Alors, ça a été donc des efforts et le gouvernement a été aussi a répondu et au moment où on se parle, de 69, il y en a 3. Il y a pas, évidemment, il y a moins de demandeurs d'asile qui arrivent, mais on s'est assuré que les gens puissent trouver une alternative le plus tôt possible.
Je pense que ça, on peut le reconnaître quand même. Donc, au Canada, il n'y a pas... Et bon, dans les autres provinces, c'est sûr que je dois vous dire qu'il y a des gens qui se trouvent aussi dans des centres de détention, ce qu'on appelle les centres, les établissements de détention provinciaux. Il y a toujours un certain nombre de places qui sont réservées pour des gens qui ont de la criminalité. Et c'est une population qu'on suit aussi, parce que certains d'entre eux pourraient être des demandeurs d'asile, mais ça aussi, à ce qu'on a su, ça a diminué. Quoique récemment, on a su qu'il y a, je pense qu'il y avait à Bordeaux un début de COVID, mais les gens en matière d'immigration ne sont pas détenus à Bordeaux, mais ils sont détenus à Rivière-des-Prairies. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu connaissance de cas de COVID. Et je peux me tromper, mais en tout cas, il n'y en aurait pas. Alors, le haut-commissaire le disait aussi, et je le répète, c'est vrai que c'est absolument important que tout le monde ait eu à cœur de pouvoir faire en sorte que les détenus puissent sortir de façon à ce qu'ils soient le mieux protégés possible. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une dernière question avant de passer la parole à Mireille pour la dernière question, comme on fait toujours. Mais il y avait encore une question, alors c'est un peu peut-être plus prospectif, mais une série de personnes se demandent est-ce qu'on peut s'attendre à un flot important de personnes qui viendront demander l'asile une fois que les frontières seront réouvertes. Et aussi, vous l'avez dit, le programme de réinstallation des réfugiés est suspendu pour l'instant, mais le Canada, c'est quand même un contributeur très important, c'est un des plus importants pour la réinstallation. Et est-ce que justement le Haut-Commissariat continue de recruter et de préparer l'arrivée pour permettre, lorsque ce sera le cas, de la réouverture? Donc, est-ce qu'il y aura une reprise de ça plus importante ou aussi un flot plus important au niveau de la réinstallation? Excellente question. Et en fait, oui, je vais revenir d'abord à la question de ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de demandeurs d'asile à la frontière. Si on regarde les statistiques, vous aurez l'occasion de revoir peut-être le diaporama. Il y avait quand même une petite tendance à la baisse pour les gens qui arrivent à la frontière. On parle toujours de ça, pas nécessairement au niveau de l'aéroport et tout ça. Je pense que la hausse était plus au niveau des bureaux intérieurs, des gens qui demandaient l'asile à partir des bureaux intérieurs de immigration de IRCC. Je ne sais pas, on n'a pas de boule de cristal, ça fluctue, j'ai franchement aucune idée. Vous savez qu'entre-temps, je ne sais pas si j'ai eu le temps d'aborder ça, mais il y a eu quand même aussi une modification à la loi l'année passée où il y a un certain nombre de personnes qui, par exemple, avaient demandé le statut dans certains pays, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc, ces pays-là, à ce moment-là, les gens qui venaient n'avaient pas accès à une audience devant la CISR, avaient accès à une audience en matière une audience obligatoire devant ce qu'on appelle l'évaluation des risques avant renvoi. Mais peut-être que je vais en perdre certains là-dedans. Répondre à la question directement, je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On verra bien. Pour ce qui est de la réinstallation, en fait, oui, oui à la question de que le HCR continue de faire de la détermination pour pouvoir repérer des cas qui seraient donc de la réinstallation. Évidemment, ça a été suspendu. Ceci dit, le Canada, il faut que je le répète, est un allié du HCR dans plusieurs situations, non seulement sur tout ce qui se passe par rapport à la COVID et le support financier qui est donné par le Canada, qui est tout à fait apprécié par le HCR, mais aussi dans d'autres situations, notamment avec la situation au Venezuela. Donc, il y a un bon rapport avec le HCR et le Canada à ce niveau-là. Il y a même aussi avec l'aide aussi évidemment des agents d'immigration, des arrivées de réinstallation d'urgence, vraiment des gens qui ont vraiment, lorsqu'il y a une question de vie ou de mort, il y a des gens qui arrivent au Canada. Peu, mais il y en a. Donc, ce programme-là d'arrivée d'urgence est toujours, dans la mesure du possible, est mis en place. Mais là où est finalement, alors le Canada s'est engagé au niveau des places de réinstallation et ça, c'est tout à fait encourageant. Là où on doit faire encore un peu plus j'allais dire militantisme, c'est auprès du gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec puisse
puissent reprendre ce flambeau qu'ils ont eu pendant plusieurs années d'offrir des places de réinstallation parce que les pratiques ont été développées, ils sont exemplaires et il faut les utiliser. Et je pense que les gens sont prêts aussi à accueillir des gens. Fait que, voilà. Merci beaucoup. Oui, et je passe la parole, j'allais le faire à Mireille pour la dernière question. Parfait. Bien, je pense qu'on n'a pas le temps, en fait, pour une dernière question, Catherine, mais je voulais plutôt dire que c'est c'est des super principes et c'est important de se rappeler de la potentialité de la solidarité et de l'accueil face à ces changements-là. C'est sûr que c'est difficile de planifier l'avenir, mais peut-être qu'on aura la chance, Denise, de s'en reparler dans quelques mois quand la situation sera réglée un peu. Donc, je vais prendre quelques secondes pour vraiment remercier Denise Otis du Haut-Commissariat aux réfugiés du Canada ou au Canada de cette présentation, de vous rappeler que l'ensemble de la présentation sera disponible en lien vidéo dans quelques jours, donc elle vous sera communiquée à l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire. On aura aussi dans ce courriel-là des informations sur le Haut-Commissariat au Canada et leur site compte plusieurs ressources qui pourraient être utiles tant au niveau des données qu'au niveau des principes qui soutiennent l'ensemble du régime mondial de protection que Denise nous a présenté de façon très efficace. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Nous vous invitons aussi à visiter le site de l'ERICA parce que nous aurons plusieurs séminaires dans les prochaines semaines. Le prochain que nous organiserons est le 12 juin et il touchera à la solidarité et à l'immigration au temps de la COVID-19, mais il y a d'autres événements à venir aussi. Donc, le lien pour s'inscrire à cet événement-là sera inclus dans le courriel qu'on vous enverra. Donc, sur ce, bien, je vous remercie vraiment. Je vous invite à profiter d'un super beau week-end, à pratiquer la distanciation sociale, mais à quand même prendre un peu d'air frais dans cette magnifique température qu'on a. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir, merci, en toute solidarité. Au revoir.